Pour ce chapitre 3, nous allons étudier une pièce de Yasmina Reza, dont le titre est Le Dieu du carnage. Nous poursuivons donc l'étude du théâtre, après avoir étudié Racine Britannicus pour le XVIIe siècle. Et nous allons poursuivre la méthodologie de la dissertation sur œuvre. Ce chapitre 3 s'insère dans le cadre de la partie sur le XVIIIe siècle, puisque vous allez voir, il y a un lien assez étroit entre les perspectives philosophiques que nous avons vues dans les différentes œuvres des Lumières et cette pièce, qui est une pièce qu'on peut qualifier de philosophique, tant elle va participer à la fois à critiquer notre monde contemporain et à nous pousser à réfléchir. Pour ce premier cours sur le Dieu du carnage, nous allons nous intéresser au projet d'écriture de l'autrice dans cette pièce. Et tout d'abord, nous allons voir qui est Yasmina Reza. Alors je passe vite sur les détails de sa biographie que vous allez trouver à la page 5 et 6 de votre édition. Je souligne simplement le fait que c'est ce qu'on appelle une femme de théâtre. Elle est à la fois actrice, metteuse en scène et dramaturge, c'est-à-dire qu'elle écrit les pièces. Elle a écrit également quelques romans et quelques essais, mais vraiment, elle est surtout connue en tant que dramaturge dans le monde entier. La première pièce qui l'a fait connaître et qui fait qu'elle a été jouée vraiment absolument sur toutes les scènes importantes, c'est évidemment cette pièce qui s'appelle Art, créée en 1994, dont vous allez trouver de nombreux extraits libres de droit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Elle est actuellement jouée dans un théâtre parisien avec sa dernière pièce qui s'appelle Anne-Marie la Beauté. Le Dieu du carnage est une pièce qui s'inscrit dans une actualité précise, mais qui veut, à travers ces aspects très actuels, réfléchir à de grandes questions philosophiques que nous allons voir en détail. Je vous avais demandé de vous renseigner sur la situation passée de certains pays évoqués dans la pièce, et vous avez pu voir que le point commun de ces différents pays, c'est qu'ils ont connu des situations de guerre avec des déplacements de population et des situations souvent tragiques avec des catastrophes humanitaires qui ont posé la question d'intervention des autres pays pour arrêter le conflit. Cette situation géopolitique qui est évoquée dans la pièce permet de faire réfléchir à trois notions, la notion d'humanisme, d'humanitaire et d'altruisme, qu'on appelle aussi, avec quelques nuances, la philanthropie. Le premier mot important est donc le mot humanisme. C'est un mot que vous connaissez puisque nous avons étudié déjà le XVIe siècle et ce mouvement littéraire et culturel qui s'appelle l'humanisme. Et on va se souvenir que l'humanisme, c'est cette pensée qui met l'homme au centre des perspectives, au centre des préoccupations, et on cherche à redonner à l'homme toute sa dignité, toute sa grandeur, en essayant de placer toujours au bout et en finalité de nos actions le respect de l'être humain. On se rappelle par exemple le fameux dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, avec cet homme qui est au centre à la fois d'un carré et d'un cercle, et qui incarne tout à fait cette vision humaniste, placer l'homme au centre des préoccupations, lui rendre et le respecter dans toutes circonstances. Le deuxième mot, humanitaire, renvoie évidemment à la notion d'humanisme, puisque humanitaire est construit exactement sur la même racine. Il s'agit de tout à fait autre chose, même si c'est évidemment avec un lien très fort. L'humanitaire, c'est dans les années 70, l'idée qu'il faut intervenir au niveau médical pour secourir les populations en détresse. Et donc dans les années 70, un certain nombre de médecins qui ont donc fondé Médecins sans frontières ont positionner la médecine humanitaire, c'est-à-dire une médecine qui, en dehors des conflits politiques, en dehors des conflits religieux, en dehors de toutes les préoccupations qui ne seraient pas simplement le respect de la dignité humaine, intervenait sur le terrain pour sauver les populations et les mettre à l'abri de tout ce qui pouvait se passer, de toutes les catastrophes qui pouvaient advenir. Donc Médecins sans frontières, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour son action, représente bien ce courant humanitaire qui naît dans les années 70 et que nous connaissons encore évidemment aujourd'hui.
Le troisième, les deux termes qui se suivent, altruisme et philanthropie, sont synonymes d'une certaine manière. Il s'agit de deux positions, on va dire, philosophiques. Il s'agit d'une position qui permet aux hommes d'être généreux avec les autres, c'est-à-dire d'agir pour leur bien, sans espérer avoir un retour. C'est-à-dire qu'on va se préoccuper des autres sans espérer que d'une manière ou d'une autre, on soit payé pour ce qu'on fait. L'altruisme, c'est vraiment une générosité qui se place dans une perspective où il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas d'intérêt personnel à ce qu'on fasse le bien autour de nous. Et donc l'altruisme, la philanthropie, donc deux termes qui sont plus ou moins synonymes, hein. Il y a des nuances, mais là pour faire court, on va les mettre un petit peu au même niveau. L'altruisme et la philanthropie, c'est donc une façon d'aider les autres sans espérer absolument aucun retour. C'est vraiment la générosité à l'état brut en quelque sorte. Donc humanisme, humanitaire, altruisme, philanthropie, voilà donc des positions, des façons à la fois de penser, de philosopher, mais aussi des façons d'agir qui sont discutées dans la pièce. La pièce fait également référence à l'actualité politique à travers deux scandales sanitaires qui sont évidemment en filigrane de toute l'histoire de l'Antril dont il est question dans la pièce, donc à savoir l'affaire du Mediator et puis l'affaire de la Tépakine. Dans les deux cas, il s'agit de médicaments qui ont causé des morts, des malformations chez un nombre important de personnes. Et dans les deux cas, il y a eu toute une lutte des victimes pour pouvoir faire reconnaître la responsabilité des deux laboratoires à l'origine de ces médicaments. Ça nous permet de comprendre ce qu'est un scandale sanitaire. Un scandale sanitaire, c'est un scandale médiatique et puis ensuite un scandale également qui va se poursuivre devant évidemment les tribunaux. Pourquoi il y a scandale? Eh bien tout simplement parce que ça permet de mettre à jour des failles dans le système de protection, le système de soins, le système de surveillance, le système d'autorisation, qui est donc une organisation étatique ou para-étatique à travers des organismes et qui délivre des autorisations, par exemple, de mise sur le marché des médicaments. Et donc un scandale sanitaire, c'est lorsqu'il y a des failles dans cette organisation et des failles qui conduisent à des tragédies comme celle du Mediator et de la Dépakine. Dans la pièce, on voit bien comment se met en place le début du scandale, puisque l'avocat en question, Alain, est chargé on va dire de calmer les journalistes et de trouver des éléments de langage pour permettre la défense d'un laboratoire qui est mis en cause. Dans la pièce, on voit un scandale sanitaire débuter avec la question de l'Antril, qui est un médicament qui pose problème, et Alain qui essaye de gérer cette crise au téléphone. Cette question de l'Antril a un écho assez particulier avec le conflit entre les deux enfants qui a amené les deux couples à se rencontrer. En effet, à l'origine des deux affaires, il y a une question de dénonciation. Et il faut qu'on se penche sur la nuance de sens entre deux mots qui viennent tous les deux de ce même verbe, dénoncer. C'est le mot de dénonciation d'un côté et le mot de délation de l'autre. Il y a une nuance très importante entre les deux, c'est la question de l'intention de celui qui dénonce. Dans la dénonciation, celui qui dénonce cherche à protéger les victimes et il cherche évidemment à punir les coupables. Dans le cadre de la délation, il ne s'agit pas de protéger et de punir, il s'agit d'abord de nuire et de profiter des conséquences de la dénonciation. Donc il y a un aspect assez terrible dans la délation. Si on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une dénonciation assez massive des personnes de confession juive pour pouvoir, à travers leurs arrestations, tout simplement s'approprier leurs biens, que ce soit des collections, des appartements, de l'argent, des entreprises, etc. Donc la délation a des conséquences qui sont liées à ce qui se passe après. Et bien entendu, l'intention ici dans la délation est d'abord une intention de profit immédiat personnel ou bien tout simplement de méchanceté.
Dans le cadre des scandales sanitaires, il y a une autre notion qui vient se greffer à la question de la dénonciation et de la délation. Il y a la question des lanceurs d'alerte. Dans le cadre des lanceurs d'alerte, celui qui est un lanceur d'alerte essaye de dénoncer des malversations au sein de son entreprise, et cela va se poser un certain nombre de problèmes, puisque lorsque on est dans une entreprise, on signe un contrat de travail qui inclut une clause de loyauté vis-à-vis de son employeur. Donc on n'a pas le droit de critiquer son employeur à l'extérieur de sa société, et on n'a pas le droit non plus de parler de ce qui s'y passe. Donc ceux qui sont des lanceurs d'alerte ont souvent eu de gros problèmes, puisque juridiquement ils étaient en tort, puisqu'ils dénonçaient des choses qui se passaient à l'intérieur de l'entreprise, alors même que moralement ils étaient au contraire tout à fait approuvés par l'ensemble de la population. Donc dans le cadre des scandales sanitaires ou économiques, etc., les lanceurs d'alerte ont été souvent pris dans une espèce de conflit entre d'un côté le juridique et de l'autre côté la morale. Le troisième aspect qui fait que cette pièce questionne des sujets d'actualité concerne bien entendu les relations hommes-femmes. Les couples qui sont en présence sur scène nous permettent de voir comment hommes et femmes relationnent dans une relation de couple. Les deux couples ont des fonctionnements assez différents, et on voit également à un moment donné dans la pièce une sorte d'alliance entre les personnages féminins d'un côté et les personnages masculins d'un autre, et ça nous permet de comprendre comment ces personnages fonctionnent dans des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Et puis la pièce questionne également deux visions du masculin et du féminin qui s'opposent et qui sont incarnées toutes les deux par deux acteurs, d'un côté John Wayne et de l'autre Jane Fonda. John Wayne a incarné dans les années 50-60 une sorte d'idéal de la virilité construite autour de la force physique, de la brutalité, de la violence. C'est vraiment une vision extrêmement traditionnelle de la virilité masculine. Et de l'autre côté, on a donc Jane Fonda qui a incarné exactement l'inverse, puisqu'elle incarne une représentation très moderne de la féminité, puisqu'il s'agit à chaque fois pour Jane Fonda d'incarner des personnages qui sont des personnages féminins forts, avec une certaine volonté, une détermination à agir. Donc on a une pièce qui questionne ces relations hommes-femmes. Au terme de cette étude, on voit que la pièce, Le Dieu du carnage, aborde trois aspects de notre société, catastrophe humanitaire, scandale sanitaire et puis relations hommes-femmes. Et à chaque fois, ce qui est au cœur de ces différentes problématiques, ce sont les relations de pouvoir entre les hommes, entre les êtres humains, comment une partie de la population domine l'autre partie de la population, comment s'organisent ces relations d'oppression, que ce soit dans une différence entre des puissants et puis des démunis, entre des riches et des pauvres, ou entre ce qu'on considérait comme étant le sexe fort contre le sexe faible, en quelque sorte. Donc ce qui est au cœur de la pièce, c'est les relations de pouvoir. Et les relations de pouvoir, bien une pièce de théâtre, c'est vraiment à même d'interroger cette question-là, puisque dans une pièce de théâtre, ce qu'on va avoir à voir sous les yeux du spectateur, c'est justement la parole des uns et des autres, et comment à travers la communication entre les êtres, à travers leurs paroles, leurs discours, eh bien, on peut voir des relations entre les êtres être d'une manière beaucoup plus visible, mis à jour. Le fait de parler au théâtre, puisque au théâtre, il n'y a que la parole qui permette de comprendre réellement ce que les personnes font, agissent, puisque c'est la parole qui permet d'agir au théâtre, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre quelles sont ces relations de pouvoir. Et dans la pièce, on voit bien que le conflit intervient à partir du moment où les personnages ne disent pas ce qu'il faut au moment où ils le disent. C'est leur parole qui fait que, alors que le conflit semblait dans un premier temps plus ou moins
actées et donc les choses se calmer, et bien au fur et à mesure, leur parole va les trahir et en quelque sorte le conflit va monter jusqu'à l'hystérie finale et jusqu'à ce qu'il y ait cette dispute où ils vont en quelque sorte se mettre à jour. Donc c'est une pièce de théâtre parce que justement eh bien, le dispositif théâtral permet à la parole de dévoiler les relations de pouvoir entre les êtres.